Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire. Et de nous, qui se souviendra? Par Nicole Guidicelli. Daniel est un pied-noir français et australien. Il est né en 1951 à Mers-el-Kébir, un petit village situé dans le département de l'Oranie. Son histoire avec l'Algérie est très heureuse, du début jusqu'à la fin. Il y a chez lui cet accent marqué que je n'ai pas beaucoup rencontré dans mes précédents entretiens et ce parallèle qu'il fait entre la colonisation française en Algérie et la colonisation anglaise en Australie. Mon accent, je pense, est assez particulier parce que je n'ai passé que 3 ans en France avant de partir en Australie. Et durant les premières 16 années de ma vie que j'ai passées en Algérie, je n'ai fréquenté pratiquement que des pieds noirs. Depuis les 52 ans que je vis en Australie, mon cerveau pense en anglais. Et donc mes phrases sortent d'une façon qui ne sont pas tout à fait françaises, mais l'accent pied-noir reste quand même très très puissant. Et chaque fois que je reviens en France, les gens remarquent de suite « Mais vous êtes pied-noir ». Mais comment ça se fait qu'après 52 ans, tu aies toujours un accent pied-noir ? Mon accent pied-noir fait partie de moi. C'est vraiment quelque chose que je ne tiens pas à perdre. C'est mon identité. Ça me permet de m'identifier à un passé que j'ai vécu, et un passé très heureux. Et je n'ai aucune honte de m'afficher comme un pied-noir. Les ancêtres de Daniel sont espagnols et pauvres, tailleurs de pierre, bergers, femmes de ménage. Ils ont voulu tenter leur chance dans ce nouveau pays qui s'ouvrait, l'Algérie. L'un commence par fabriquer du charbon de bois, l'autre se met à couper les cheveux, et c'est comme ça que la famille se développe dans la coiffure et la boulangerie. La vie à Mers-el-Kébir était vraiment idyllique, un rêve. Je n'ai que de merveilleux souvenirs de Mers-el-Kébir. C'était une vie près de la mer. La mer a toujours joué une part énorme dans notre vie. Il y avait le soleil, évidemment. Dans les petites rues, il y avait le son des marchands ambulants, les Arabes qui venaient et qui vendaient les figues, de la luzerne pour les lapins, des gâteaux, des asperges sauvages, des figues de Barbarie. Les rues de Mers-el-Kébir étaient très animées et vous pouviez marcher le long des rues. Il y avait toujours des ménagères qui chantaient. Vous avez des chansons en italien, des chansons en espagnol, des sons de cloche qui annonçaient les baptêmes, les décès, les mariages. Toute la communauté se retrouvait à l'église pour la messe du dimanche. Tout le monde se connaissait. Les gens n'avaient pas de radio, n'avaient pas de télévision. Le soir, par exemple, même en été, après le souper, tout le monde sortait avec leurs petits bancs, parlait aux voisins de la rue d'en face, à côté. Les enfants jouaient au ballon dans les rues parce qu'il n'y avait pratiquement pas de voiture. Donc oui, c'était une vie qui me rappelle d'excellents souvenirs et une vie que, malgré tout, a disparu depuis ce temps-là, quoi. Il y avait une communauté arabe qui ne vivait pas dans le village principal, ils vivaient un peu à l'extérieur du village, mais toute la journée, les Arabes étaient parmi nous. Nous achetions ce qu'ils vendaient, nous avions énormément de clients arabes qui venaient acheter leur pain, et une fois par semaine, mes oncles ouvraient le four aux ménagères arabes qui venaient faire cuire leur gros pain. Et chaque fois que
que j'avais la possibilité, je descendais au four et je voyais ces dames qui venaient avec ces gros pains plats. C'était de pain avec de la semoule de blé. Ça sentait très bon. Et toutes les ménagères me connaissaient. Et chaque fois que les pains étaient retirés du four, elles me donnaient toujours un petit morceau de pain. Elles savaient que j'adorais cela. Donc, notre vie était complètement mélangée avec les Arabes. Dans la boulangerie, nous avions un Arabe qui travaillait avec mes oncles. Son nom s'appelait Chato. Chaque fois que je descendais à la boulangerie, je l'embrassais comme j'embrassais mes deux oncles. Il faisait pratiquement partie de la famille. Je ne voyais aucune différence entre les Arabes et ma famille. Nous étions différents, évidemment. Ils parlaient un langage différent. Je leur parlais en arabe parce que j'avais appris la langue, mais c'était une relation très affectueuse. Tous les étés, on prenait une villa sur la plage et ma maman avait demandé à la mère de la femme de ménage qu'elle employait si elle pouvait venir vivre 3 mois avec nous. Elle partageait les repas avec nous, elle venait se baigner avec nous, elle faisait tout avec nous, elle faisait partie de la famille et elle avait un rôle important parce qu'elle faisait le ménage, elle s'occupait de certaines choses, mais elle n'a jamais été traitée comme une classe inférieure ou une personne qu'on pouvait abuser, disons. Les Arabes faisaient partie de notre vie. Nous étions ensemble, nous nous voyions tous les jours. Nous ne nous sommes jamais ressentis comme colons. Nous venions d'une famille très humble et ce que nous avons accompli en Algérie a été à la force de notre travail et à la sueur de nos fronts. Il y avait évidemment des colons en Algérie, mais pour nous, ces colons appartenaient à une classe supérieure qui contrôlait évidemment de très grandes terres et qui profitait de cette opportunité. C'était une classe à laquelle nous n'appartenions pas. Durant les 2 dernières années avant l'indépendance, la situation change et la guerre s'immisce peu à peu dans la vie de Daniel. Le climat n'était plus le même. Je me rappelle de certaines soirées où, du village arabe, il y avait les tam-tams et les you-you. Et ça m'avait marqué parce que c'était quelque chose qui ne s'était jamais passé auparavant. Du côté pied noir, évidemment, il y avait les concerts de casseroles où tout le monde montait sur la terrasse avec une casserole, un bâton et puis il tapait Algérie française, Algérie française. Mon père avait commencé à faire partie de la territoriale. C'est la première fois que je le voyais en militaire. Donc ça m'a surpris. Il y avait aussi des signes qui étaient peints sur les murs OAS, d'autres signes qui étaient peints FLN. On entendait des plastiquages dans la nuit, des coups de feu. Il y a eu des massacres. Par exemple, la famille Ortega qui s'occupait du stade de football à Merzel-Kébir qui avait été massacré de façon atroce. C'était quelque chose qui nous a tous secoués. Une représaille de l'OAS qui est venue et qui a répliqué dans la population algérienne. Je me rappelle partir à l'école le matin et voir des traces de sang dans les rues. J'ai remarqué aussi que l'immeuble où nous vivions n'avait pas de porte d'entrée. Et à un moment, il y a une porte en fer qui s'est placée. Les gens commençaient à mettre des barreaux pour protéger les fenêtres. Mon père, qui était un fou de la pêche sous-marine, se couchait le soir. Près de son lit, il avait 2 fusils à harpon armés pour se protéger. Et il y avait des perquisitions de l'armée française qui nous réveillaient au milieu de la nuit et qui fouillaient les appartements de façon à prendre les armes que les pieds noirs avaient pour se défendre. Et j'ai appris plus tard donc que mon frère, qui était né en juillet 59, dormait tous les soirs dans son lit avec un pistolet armé, mais les soldats n'ont jamais trouvé cela.
tous ces signes étaient la preuve que quelque chose se passait. Mais ma famille était toujours, c'est pas grave, c'est des bêtises, tu verras. Les derniers mois avant l'indépendance, tous mes amis arabes avec qui j'avais plus ou moins grandi et fait toute ma scolarité primaire, ils ont arrêté de venir. Et cela a créé un gros trou dans notre communauté scolaire, parce que quand vous connaissez des amis depuis 5-6 ans, et du jour au lendemain, ils ne reviennent plus, cela a créé un manque. Et j'ai une photo de classe de 1962 où il n'y avait que des enfants de pieds noirs. Et souvent, je regarde cette photo et la première pensée que j'ai, c'est une classe à moitié vide. C'est comme s'il y avait des fantômes qui ont disparu. 1962, c'est la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie. Mais l'armée française reste à Mers el-Kébir afin de procéder au démantèlement de la base. Le premier souvenir de l'indépendance en 1962 a été un défilé d'Arabes avec le drapeau algérien qui ont manifesté et parcouru toutes les rues de Mers el-Kébir, chose qui ne s'était jamais passée auparavant, et qui couraient dans les rues et ils gueulaient « Dehya Djezaïr »,« Dehya Djezaïr », il veut dire Algérie, algérienne. Ensuite, évidemment, j'ai ressenti une vague de panique parmi les pieds noirs, parce qu'il y avait eu quelques massacres. Nous avions perdu quelques membres du village qui avaient disparu. Et la notion, la valise ou le cercueil a commencé à circuler parmi les gens. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu des gens en vitesse faire leurs valises et quitter leur maison et s'acheminer vers la base de Mers el-Kébir. J'ai vu des scènes qui ont été vraiment très très tristes. Des gens qui vidaient leur maison de tous leurs meubles, de toutes leurs possessions, parce qu'ils ne pouvaient prendre que 2 valises. Et ils mettaient toutes leurs possessions d'une vie dans une pile, et puis mettaient le feu à tout ça. Il y avait ce sentiment, on s'en va, on perd tout, mais on ne va pas les laisser aux Arabes. Et je me rappelle des visages qui étaient vraiment traumatisés, des femmes qui pleuraient, des hommes qui étaient très affairés, et puis un défilé interminable dans le port de Mers el-Kébir, parce que mon grand-père avait une villa qui surplombait le port, et pendant des jours, il y avait des queues interminables de personnes, de vieilles dames, de bébés qui attendaient le prochain navire, et un passage incessant de navires qui partaient de Mers el-Kébir jusqu'à Marseille. Mais il y avait tellement de personnes, les navires n'étaient pas assez nombreux pour évacuer toute cette population le plus vite possible. Contrairement à une grande majorité de pieds noirs, la famille paternelle de Daniel va décider de rester en Algérie jusqu'en 1967. Parce que nous avions énormément de commerce, nous avions 3 salons de coiffure, nous avions une boulangerie, nous avions une mercerie, et les relations que nous avions eues jusqu'à ce moment-là avec les Arabes étaient très cordiales. Et nous avons été sollicités par les Arabes eux-mêmes de rester là-bas. Ils sont venus, ils nous ont dit « Mais ne partez pas, vous êtes ici en sécurité, on s'occupe de vous, vous êtes chez vous, ne vous faites pas de soucis, rien ne vous arrivera. » Dans les salons de coiffure de mon père et mon oncle, qui étaient à Oran, la situation a changé évidemment, parce qu'une grande partie de leur clientèle, qui était pieds noirs, avait disparu, était partie.
Et donc, au cours des années, de 62 à 67, nous avons vu une clientèle arabe qui a augmenté petit à petit. Il y avait une présence militaire dans la base, dans le port, mais également dans le village, parce qu'il y avait énormément de personnel militaire qui était là pour démanteler la base et qui devait être logé. Donc le village de Merz-el-Kébir avait une profusion de maisons, d'appartements qui étaient libres. Et l'armée française avait réservé toutes ces habitations. Et pendant ces 5 ans, nous avons vécu une période très, très calme. Il n'y a plus eu d'incidents. L'église marchait toujours. Je n'ai vraiment pas vu de grands changements, à part le fait que nous savions maintenant que l'Algérie était algérienne, qu'il y avait un gouvernement algérien et que la France n'avait plus rien à faire en Algérie et que bientôt la base de Merz-el-Kébir serait rendue au gouvernement algérien. Nous savions par les militaires qui occupaient les appartements de notre immeuble que la fin du démantèlement de la base de Merz-el-Kébir était proche. Mais nous n'avions à ce moment-là aucune intention de partir parce que nos commerces continuaient à marcher. Nous avions toujours des relations excellentes avec les Arabes, mais il y a eu un petit incident qui nous a fait quitter l'Algérie de façon très soudaine. Mon père avait effectué un transfert de devises qui était illégal et le gouvernement algérien s'en est aperçu. Et nous avons dû quitter l'Algérie très soudainement. En l'espace de 3 semaines, j'avais perdu mon monde, mes amis, mes habitudes, mon lycée, mes relations, tout était parti, quoi. Pour une raison très simple, nous avions choisi d'atterrir à Toulouse. Ma mère avait déjà 3 sœurs dans la région qui étaient établies depuis 62 et ma mère voulait être près de ses sœurs, mais nous n'avons pas vécu l'exil de la même façon que les Pieds-Noirs qui sont arrivés en France en 62. Une de mes tantes avait déjà trouvé une maison. Nous avions pu emmener tous nos meubles, tous nos vêtements, enfin toutes nos possessions sont venues en France. Et donc, ça a été une arrivée beaucoup plus confortable. Cela n'a pas changé le fait que d'un petit village baigné par le soleil et bordé par la mer, nous nous sommes retrouvés dans une ville qui était énorme. Je n'avais jamais vécu dans une grande ville. Loin de la mer, un climat complètement différent. Je me rappelle un jour ouvrir les persiennes de ma chambre et de voir un manteau blanc tout autour de moi. Je me sentais perdu, je n'avais plus d'amis. J'étais dans un pays que je connaissais, je parlais la langue, même si je parlais en pied-noir, mais j'étais familier avec toute cette langue. Mais ça a été très, très soudain. La première chose que nous avons fait, c'est de nous regrouper autour de nos tantes, parce que nous ne connaissions personne. Mes tantes avaient commencé à faire quelques petites relations, mais très peu, et nous étions toujours ensemble la plupart du temps, à part quand j'allais au lycée, où j'ai dû recommencer ma vie scolaire dans un environnement complètement différent. Et le fait de mon accent pied-noir, j'ai ressenti quelques moments d'antipathie qui m'ont fait penser que je n'étais pas le bienvenu, quoi. Et c'est quelque chose j'ai souffert de cela. Je suis convaincu
que ce sentiment d'antipathie était beaucoup plus atténué qu'en 62 parce que 5 ans s'étaient passés. Certaines personnes avaient commencé des relations avec les Pieds Noirs, avec les Français. Donc, mais il y avait toujours ce sentiment, ah, vous êtes Pieds Noirs. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faisiez? Et je ne sais pas si c'était un sentiment de fautif de notre part, mais nous avions toujours l'impression qu'on était jugé, qu'on était, disons, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voyez? Il y avait toujours en anglais on dit undertone, c'est quelque chose sous les paroles qui indiquait une petite gêne. Pendant ces 3 années à Toulouse, Daniel ne se laisse pas attraper, comme il dit, par la ville. Il fait une demande pour émigrer en Australie et sa demande est acceptée. Lorsque j'ai pris le bateau, évidemment, c'était un nouveau départ pour moi. Parce que je n'avais jamais été seul, je n'avais jamais pris mes propres responsabilités, mes décisions. J'étais comme une personne qui était finalement libre et qui prenait son vol pour la première fois. Quand j'y repense, c'était presque de la folie, parce que je n'étais jamais sorti de la famille, je n'avais jamais voyagé, certainement pas à l'autre bout du monde, mais il y avait une force en moi qui me poussait à me découvrir, à devenir la personne que je suis devenu. C'était peut-être dans ma personnalité, dans mon ADN, parce que mes ancêtres d'Espagne, eux aussi, je suppose, ont dû prendre 2 valises, monter sur un bateau et partir en Algérie, découvrir un nouveau monde, une nouvelle vie. Et puis là, 150 ou 200 ans plus tard, ben voilà, j'étais là avec mes 2 valises sur un bateau pour aller voir un nouveau continent. Le bateau a longé la côte algérienne. Et je me rappellerai toujours être accoudé sur la balustrade et j'ai eu une pensée très très claire qui est toujours en moi. Je me suis demandé, est-ce que je reviendrai un jour ? Dès mon arrivée, je me suis senti chez moi pratiquement. Il y avait le soleil, il y avait la mer, et d'un côté, je peux comparer très facilement les Australiens en pieds noirs anglais. Les Australiens ont ce même sens de joie, de vivre au soleil, de s'amuser, les barbecues. Et l'accueil que j'ai reçu en Australie a été vraiment fantastique. Je me rappellerai toujours du premier moment où je suis arrivé à Brisbane avec mes 2 valises. Il y avait un homme d'une 50aine d'années qui passait le long de la gare. Il m'a vu, il a remarqué que j'étais un nouvel arrivant. Et la première chose qu'il m'a dit, Welcome to Australia, mate. Bienvenue en Australie, pote ou mec, vous voyez. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment sidéré. Ces pieds noirs anglais qui m'ont ouvert la porte, qui sont venus m'inviter à un barbecue, aller chez eux. Vraiment, ça a été un accueil fantastique. Jamais je ne me serais attendu à cela. Tout d'abord, lorsque je suis arrivé en Australie, je n'ai pas eu le temps au départ d'apprendre l'histoire de l'Australie. Je dois avouer qu'à cette époque, les aborigènes et les Australiens vivaient assez séparément, un peu comme nous vivions en Algérie. Et c'est au fur et à mesure des années que j'ai commencé à apprendre ce qui s'était passé en Australie avec les aborigènes et les Anglais. Et j'ai commencé à réaliser l'injustice et les fautes que les Anglais ont commises une fois qu'ils sont venus en Australie et ont pris possession de la terre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que
malgré les circonstances différentes, la même chose s'était passée en Algérie. Je pense quand même que quand les Français sont arrivés en Algérie, ils ont développé le pays, ils ont asséché les marais, ils ont fait des barrages, ils ont désaliné les eaux, ils ont construit de belles villes. Oran, Alger étaient des villes vraiment formidables. D'accord, nous avions des colons qui contrôlaient tout cela, mais l'Algérie, avant l'indépendance, était un pays qui produisait énormément d'agrumes, de céréales, de vin, de fruits. Donc l'Algérie a prospéré. C'est dommage que les Arabes n'ont pas pu prospérer autant que les Français. Ce qui s'est passé en Australie et le fait que maintenant les aborigènes font partie de la société australienne m'a fait penser que c'est quelque chose qui aurait pu et qui aurait dû se passer en Algérie. Et je pense qu'avec un peu de recul, les Français auraient dû adopter cette attitude, arriver avec un esprit de collaboration, de coopération, de travail ensemble. Nous aurions pu rester en Algérie si la population arabe avait été intégrée beaucoup plus profondément dans la vie commerciale, dans la vie politique. Les deux cultures auraient pu vivre côte à côte et avec le même amour du pays, de développer un pays qui était vraiment formidable. Oui, je le pense fermement. Mais alors, l'Algérie, la France, l'Australie, comment tous ces pays cohabitent-ils à l'intérieur de Daniel ? J'ai la double nationalité, je suis australien et je suis français. J'ai été élevé dans la culture française, mon éducation a été française, mais quand je retourne en France, ce n'est pas mon pays. Je ne me sens pas français. Et après 52 ans en Australie, oui, je suis australien. J'ai été adopté non seulement par la population australienne, c'est-à-dire la population blanche d'origine anglaise, mais ce qui m'attache encore plus au pays maintenant, c'est que je fais partie de la population autochtone. Ça, c'est un honneur que je chérirai jusqu'à mon dernier jour. Je dois avouer qu'en Australie, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, l'histoire de l'Algérie ne sont pas des faits qui sont très connus parmi la population australienne. Les Australiens, ce qu'ils connaissent de la France, c'est le fromage, le vin, Maurice Chevalier, Charles Aznavour, la Tour Eiffel. Et j'ai eu très peu de moments où on m'a demandé d'où je venais. Pour eux, je suis français. À une certaine année, j'avais un directeur de l'institut où j'ai travaillé pendant plusieurs années qui s'intéressait à l'histoire. Il était anglais et dans une conversation un jour, il m'a demandé « Mais d'où viens-tu de France ?» Et je lui ai dit « Mais je ne suis pas né en France, je suis né en Algérie. » Et il s'est retourné et il m'a dit « Oh, you are a pied noir !» Il était au courant de ce qui s'était passé à Mers-el-Kébir en juillet 1940, quand Churchill avait passé les ordres de détruire la flotte française qui ne voulait pas se rallier à la flotte anglaise. Et donc nous avons parlé énormément de l'indépendance, de la guerre d'Algérie, de l'histoire d'Algérie. C'est peut-être la seule personne qui a vraiment eu cette connaissance et cet intérêt pour l'Algérie. Je me ressens surtout algérien parce que je suis né là-bas. Et lors de mon premier voyage, retour en Algérie en 1970, j'ai ressenti quelque chose d'énorme, de très fort. C'est comme si j'avais une force qui me retenait vers la terre, qui me disait « Tu es chez toi, voilà d'où tu viens, tu es né ». Donc c'est quelque chose que je ne nierai jamais. Et pour vous dire la vérité, si j'étais resté en Algérie parce que les choses se seraient passées différemment, je ne verrais aucun problème d'avoir adopté la nationalité algérienne. Mon premier retour en Algérie a été causé par mon ami d'enfance et de lycée. Il s'appelle Kader. Il m'a retrouvé sur Facebook ou en Internet
Et il m'a dit, Daniel, il faut que tu viennes en Algérie. Je n'ai pas hésité, je suis allé. Et ce premier voyage en 70 a déclenché 7 voyages après cela, parce que tous mes cousins voulaient découvrir l'Algérie qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient entendu parler à travers leurs parents, leurs grands-parents. Et pour moi, ça a été un grand honneur, tous les ans, de faire venir un groupe de la famille en Algérie pour leur montrer comment était le pays, comment était le style de vie là-bas, les plages où nous allions. J'ai pu retourner une partie des cendres de mon père. Je les ai dispersées à l'endroit où il se mettait à l'eau pour faire sa pêche sous-marine. Et ce jour-là, Kader est venu me chercher. Et quand nous sommes arrivés là-bas, Kader a dit quelques mots parce que j'étais trop ému. Pour moi, c'était quelque chose de très puissant de pouvoir faire revenir mon père à l'endroit où il était né, l'endroit où il a connu de grands bonheurs, l'endroit qu'il préférait pour faire sa pêche. Et pendant que je versais les cendres et que je sanglotais, j'ai entendu Kader qui dit « Repose en paix, Jacinto, ton pays ». Et c'est ce que j'ai retenu de l'Algérie. Tout le monde m'a dit, tu es ici chez toi, tu peux venir quand tu veux, tu n'aurais jamais dû partir, on était tellement heureux ensemble. Les 7 voyages que j'ai faits en Algérie entre 2010 et 2018, j'ai ressenti ce même accueil, cette même convivialité, ce sentiment bienvenue chez toi. Et donc, ce sentiment que les Algériens m'ont fait vivre et le sentiment que les Australiens me font vivre sont très similaires. Alors qu'en France, je n'ai pas vécu cela. Je me sens beaucoup plus chez moi en Espagne, malgré que je n'y ai jamais vécu. J'ai passé quelques vacances là-bas, mais chaque fois, j'ai eu ce sentiment que je venais de quelque part là-bas. C'était quelque chose qui m'attire toujours. Et il y a une expression en anglais qui est formidable parce que l'Australien est vraiment très coloré. Et c'est une expression qui dit « shit happens, but then you just get up and you get going ». En français, ça veut dire des fois il y a de la merde qui tombe sur la tête, mais c'est pas grave, on se relève, on se nettoie et puis on continue. Et c'est quelque chose que je pense, les premiers pionniers espagnols qui sont arrivés en Algérie ont dû penser et agir de cette façon. Et ça a été retransmis à travers les générations. De savoir d'où nous venons est une chose vraiment très importante pour moi. Un grand merci à Daniel pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Jean-Christophe Treille et la musique est de Pascal Simoni. Il est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute internet et sur YouTube. Vous pouvez m'écrire à qui se souviendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.